Mais globalement, vous êtes tous bullish ou bullshit sur l'IA là? L'IA, elle révèle des choses. Elle va pas, rendre meilleur ou moins bon, elle révèle juste ce qu'on est capable de faire. Je vois beaucoup aujourd'hui de dirigeants qui prennent l'IA par le mauvais bout, ou en tout cas qui se disent je vais juste mettre en place un outil et ça va résoudre tout le problème. Ça veut dire que les boîtes qui sont en train de donner accès notamment à la code base en lecture et en écriture au profil non technique, PM, designer, c'est quelque chose qui selon vous est pas bon? On se rend compte, nous, déjà depuis 3 semaines maintenant qu'on a mis en place un workflow agentique qui nous permet, nous, product, d'aller vraiment pousser dans la code base directement. Hier, un PM, sans codeur, il est incapable de rien faire. Tu avais une dépendance pour tout. Là, en fait, tu as une indépendance qui se crée. Pour moi, les barrières à l'entrée qui tombent au développement du software, ça remet le rôle du produit au sens noble du terme au premier plan. En effet, le rôle va évoluer. On a un accès à l'information qui est beaucoup plus rapide. On a un accès à la décision du coup beaucoup plus rapide. Ça, c'est peut-être le truc le plus controversé que j'ai, c'est qu'il n'y a pas besoin de s'y jeter dedans à pieds joints en ce moment. Je pense pas que vous allez rater grand-chose. Avant de passer à l'épisode, je voulais te parler d'une stat très importante à mes yeux. 60% des auditeurs réguliers de ce podcast ne sont pas abonnés. Ça paraît futile, mais ça a une grande répercussion sur la visibilité de tous mes contenus. Je compte bien continuer à interviewer les profils les plus influents de l'écosystème produit et tech pour t'apporter de la valeur. Donc si tu veux me soutenir dans cette démarche, tu peux t'abonner et activer la cloche sur YouTube et mettre 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast ou Deezer. Merci d'avance et bonne écoute. Bienvenue dans ce premier débat de Clé de voûte. Je suis hyper content de pouvoir enregistrer ce tout nouveau format avec vous trois. Vous êtes les premiers. Il y a plein d'erreurs, j'espère, qu'on pourra mettre en making of. Le principe du format, il est simple. Je vais lancer 3 affirmations sur lesquelles vous allez réagir. Vous pouvez du coup nuancer, débattre, vous contredire. Ce format, il a été créé et pensé pour ça. Aujourd'hui, on va parler de 3 sujets. On va essayer en tout cas sur 1 heure. On va parler de l'évolution du rôle de produit et d'engineering, parce qu'on a un CTO avec nous en profil dans cette nouvelle ère IA. On va parler également de l'impact de l'IA, l'impact réel de l'IA sur le produit, également de sa qualité. Et pour creuser ces sujets, j'ai avec moi 3 CPO et CTO faisant partie de la communauté Stellar, qui est l'entreprise que j'ai cofondée. On a Nathalie ici avec nous, Nathalie Edlinger, qui est l'ex-CPO de Jagi, également passée par Lifun. Geoffrey Janvier, qui a été entre autres Chief Innovation Officer de Cegid, VP Product Engineering de Talentsoft, mais également CPO fractional chez ManoMano. Et pour finir, Arthur Rougier, l'ancien CPO de JobTeaser, de Papernest, et également passé par Dashlane. Je ne vais pas plus loin sur vos CV, sinon je vais y passer 3 quarts d'heure. Voilà, donc on va partir sur 3 affirmations, notamment. C'est comme ça que je vais vous les exposer pour lancer le débat. Et la première sur laquelle j'aimerais vous lancer, c'est quelle est votre perception sur l'évolution du rôle de produit? Est-ce que c'est un rôle pour certains qui est d'ailleurs toujours vu comme un rôle très stratégique, notamment les CPO? Est-ce qu'en gros, ça va rester comme ça? Ou est-ce que c'est un rôle qui va évoluer vers plutôt de l'opérationnel au quotidien? On va plus voir le rôle de CPO, notamment comme on le voyait à l'époque. Est-ce que je pourrais demander, par exemple, à Nathalie, tu veux te lancer dessus sur cette affirmation? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, j'y vais. Moi, je suis très en phase avec cette affirmation. Alors je précise pour compléter la biographie qu'aujourd'hui je suis CPO, d'une petite boîte dans laquelle on est une trentaine, donc avec une petite équipe, produit et une petite équipe, dev, pour remettre un peu en contexte, ce que je vais pouvoir dire, aujourd'hui. Mais c'est certain à mon sens que, le rôle de CPO, se hands off is, c'est-à-dire que, on va pas perdre complètement cet aspect, stratégique. C'est pas du tout l'objet. Par contre, clairement pour moi, si on fait pas les choses, on n'est pas, à même de bien guider les équipes, de, savoir, mettre en place les bons process, la bonne orga, essayer de trouver, la bonne utilisation, des outils. Notamment parce que, et quand on parle de l'IA, on entend énormément de choses, on peut lire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. La réalité, c'est que, tant qu'on n'a pas fait vraiment soi-même, on sait pas vraiment, les murs qu'on peut se prendre, les contraintes qu'on peut avoir, voilà, les difficultés qu'on va rencontrer et ce que ça veut dire pour aller plus loin et ouvrir un peu aussi sur, le rôle de produit avec la tech, qui est aussi en train de muter, dans les contributeurs individuels. Ok, quelqu'un veut rebondir parmi Geoffrey ou Arthur? Merci Nathalie. Ouais, non, je pense que tu as dit pas mal de choses, Nathalie, mais objectivement, moi, la manière dont j'aime me l'expliquer, et que ce soit pour le CTO comme le CTO, tu as l'impression qu'en fait, les frontières qui hier existaient sont en train de se dissiper à tous les niveaux de l'organisation. C'est-à-dire que le CPO, qui était beaucoup plus en avance de phase,
beaucoup plus sur la partie discovery, stratégie et qui redescendait jusqu'au delivery parce que il s'arrêtait là parce qu'il était peut-être moins à l'aise que le CTO sur le delivery. Là, il va commencer à pouvoir vachement plus, de par ce côté end-zone, que mentionnait Nathalie, tu vois, intervenir beaucoup plus en delivery, se faire peut-être moins balader, peut-être mieux accompagner les choix, et donc ce sera des choix qui seront encore plus communs. Je pense qu'on a tous connu dans nos carrières des silos CPO, CTO. Moi, là où je me suis le plus éclaté, à une époque, on était un peu ensemble avec Nathalie dans une boîte où justement il n'y avait pas cette barrière entre CPO et CTO, parce que je comprenais le produit et que la personne en face de moi comprenait la technologie. Et je pense que cette ère de l'IA, elle permet ça. Ça permet aux gens qui étaient très delivery de remonter un peu plus dans les phases amont, et ceux qui étaient dans les phases amont descendent un peu plus dans le delivery. Et je trouve que ça gomme. Voilà, je sais pas, et ça remet pas en cause forcément moins stratégique. Je pense que de toute façon, si le PM ne l'est plus, on va avoir un problème parce que les choix qui seront faits seront peut-être pas forcément les bons. Donc, et oui, ça va évoluer. Ça va évoluer, mais dans tous les sens, quoi. Voilà. T'en penses quoi, Arthur, toi? Pour moi, c'est marrant parce que la question, elle est posée de la manière, est-ce que le rôle produit purement stratégique, c'est mort? Pour moi, le produit, il a jamais été purement stratégique, quoi. Ça a toujours été un aller-retour entre du terrain, où on prend des signaux, et de la prise de hauteur, où on prend des décisions, quoi. Et il faut voir ce que l'IA change là-dedans concrètement, quoi. Alors moi, j'ai une opinion, comment dire, un tout petit peu... il y a eu un peu cette mode des product builders, là. Où on dit on va embaucher des gens qui vont s'intégrer dans le flux de délivré pour sortir des trucs en prod. Moi, je pense qu'ils feront jamais aussi bien que les devs fondamentalement là-dessus, et que ça sert pas nécessairement d'utiliser le product, des gens du product pour faire ça. Mais par contre, que le product a peut-être moins besoin de faire de spec, de trucs pour préparer la delivery, qui était la couche un peu product owner historique, pour plus remonter sur une couche un peu en amont, de vraiment analyser le besoin, être sûr qu'on fait les bonnes choses pour que derrière, après, avec l'ouverture des capacités qui est liée à l'IA, on sorte des bons produits, quoi. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les boîtes qui sont en train de donner accès notamment à la code base en lecture et en écriture, au profil non technique, donc PM, designer, c'est quelque chose qui, selon vous, est pas bon, in fine? Alors ça, je pense que c'est tout à fait bon, aujourd'hui, de réaliser un prototype sur des données réelles, et que le PM puisse commencer à aller voir tout le monde en interne ou en externe avec, c'est super. Mais pour moi, ça remplace pas mettre du code en production. Après, ce que fera toujours mieux un tech, je pense, et pour moi, c'est faux de dire on aura moins de tech parce que le produit va remonter sur ce truc-là, ou on aura moins de PM parce que les techs vont faire plus de produits. Je pense que ça va magnifier les spécificités et les compétences de chacun des rôles. Ouais. Je suis assez d'accord avec le point d'Arthur de dire qu'on va pas avoir moins de tech ou moins de PM grâce ou à cause de l'IA. Et ça rejoint aussi un autre débat qui est que l'IA fait gagner du temps, et la réalité, c'est qu'il faut pas juste voir un gain de temps dans l'utilisation de l'IA, mais juste une augmentation quelque part de la qualité de tout ce qu'on peut collectivement faire. Après, sur le sujet pur des products qui vont push dans la code base directement, moi j'ai un cas d'usage très concret que je vois ici chez Paladin, qui est que on a énormément de quick wins dans notre backlog, des quick wins qui ne passent jamais dans les runs parce qu'on n'a jamais le temps de les faire, et c'est quelque part normal. Il y a toujours d'autres priorités. C'est pas des sujets ultra prioritaires qu'on les prend de manière unitaire. Cependant, on se rend compte, nous, déjà depuis 3 semaines maintenant, qu'on a mis en place un workflow agentique qui nous permet, nous, product, d'aller vraiment pousser dans la code base directement, que toutes ces petits quick wins, c'est à chaque fois une micro-amélioration de l'expérience des utilisateurs qui, à la fin, en fait, fait une vraie différence. Et ça, c'est vraiment quelque chose de complètement nouveau, et à mon sens, qui est vraiment game changer dans l'équation. Ça ne veut pas dire que les products vont remplacer les devs, parce que c'est quelque chose que les devs n'avaient déjà pas le temps de faire avant. Et les devs vont pas nous remplacer là-dessus côté produit, parce que c'est toujours quand même à nous d'aller identifier ce qu'est un quick win et ce qu'on veut vraiment mettre dans le produit. Mais c'est vraiment quelque chose que je vois très, très concret, et qui permet de faire des choses assez magiques. Et au-delà de l'expérience des users et du coup de la valeur qu'on ajoute grâce à ces micro-choses, nous, on est sur un marché où on cherche à aller optimiser
des taux de non-présentation à des rendez-vous qu'il faut vraiment baisser, ce genre de choses. Et en fait, ça, concrètement, ça passe par des micro-interactions dans justement nos interfaces. Et en fait, la main qu'on a maintenant là-dessus nous permet d'aller mettre en prod des choses très rapidement Mmh. et de voir si l'impact est rapide, mais on parle de quelques heures en fait. Et ça, c'est vraiment, vraiment très, très nouveau. OK. Là, on s'est un peu éloigné du sujet initial qui était, est-ce que, les rôles qui étaient historiquement très stratégiques, vont évoluer et repartir sur de l'opérationnel? Est-ce que vous donc je vais relancer un petit peu la question sur est-ce que l'ancien format du CPO, en tout cas le format, historique qui est, quelqu'un qui manage des équipes, qui pense à la vision, qui pense à la strat et qui est finalement, notamment dans les gros scale-up ou les grands groupes, assez loin de l'opérationnel, ce rôle-là, il va toujours exister demain selon vous? Pour moi, il est plus important que jamais, en fait, parce que, comment dire? La contrainte de capacité, elle est en train de tomber. C'est-à-dire que les boîtes peuvent shipper beaucoup plus, quoi. Les clients, par exemple, quand on est au B2B, ils peuvent développer leurs solutions eux-mêmes, quoi. Donc, il y a plus vraiment de barrière à l'entrée à faire du software, même si, après le maintenir dans la durée, c'est un autre sujet. Et donc ce qui va faire la différence, c'est vraiment pour moi l'essence du métier de produit, c'est d'arriver à détecter le bon besoin, celui qui s'intègre dans une stratégie d'entreprise, qui est définie, quoi, et qui est vraiment une vraie théorie de pourquoi on va gagner, quoi, et qui arrive à faire après une super UX, quoi. Mais, voilà, pour moi, les barrières à l'entrée qui tombent au développement du software, ça remet le rôle du produit, au sens noble du terme, au premier plan. OK. Donc ce que tu dis, c'est que le CPO va pas beaucoup bouger. Peut-être que le rôle de PM en lui-même va bouger par contre et prendre davantage d'importance dans la partie strat, décision et tout ce qu'on voit un peu partout. C'est-à-dire recentrer un petit peu sur des sujets que l'IA n'arrive pas à adresser. Mais le rôle de CPO, en gros, il est pas éteint malgré ce mouvement, qu'on voit, avec, qui était pas provoqué par l'IA d'ailleurs, hein, qui est que, les fonctions, notamment exec fusionnent. On voit beaucoup de rôles de CPTO. Des fonctions CPO sont carrément évincées des boîtes, peut-être pour des sujets d'économie autres, plutôt que des sujets d'IA. En tout cas, voilà, pour vous, ça bouge pas. Ouais, pour moi, pour compléter, juste un dernier truc là-dessus, je pense que l'historique un peu qui était très, le CPO sert aussi à mettre de l'huile dans les rouages de l'exécution, quoi, faire en sorte qu'on ship vite et bien. Vu que l'IA, nous permet de lever cette barrière d'une manière hyper forte, quoi, je trouve que ça enlève, un petit peu, l'énorme pression qu'il y avait là-dessus, quoi. Et c'est pour ça que, selon moi, il y a peut-être un rebasculement vers, choisir ce qu'on fait et pourquoi on le fait, et faire les bonnes choses. Ouais, moi j'annonce que je suis un grand défenseur des CTPO, donc voilà, parce que j'ai toujours eu un problème d'opposition entre ces deux blocs et que je suis moi-même CTPO, mais non, je pense qu'objectivement, ce rôle disparaîtra pas parce que je pense que les boîtes auront toujours besoin de s'organiser, elles auront toujours besoin d'avoir des gens pour arbitrer, elles auront toujours besoin de gens pour challenger les ROI, elles auront toujours besoin de ces gens-là. Donc, en effet, le rôle va évoluer. On a un accès à l'information qui est beaucoup plus rapide. On a un accès à la décision du coup beaucoup plus rapide. Mais il y a quand même ce rôle stratégique de savoir où tu mets tes billes, où c'est que tu investis, pour quel ROI. Et également le besoin de piloter une machine qui était hier constituée exclusivement d'humains et demain d'humains et d'agents. Et qu'on a beau se dire, voir tout ce qui est très joli sur le marketing, soit sur LinkedIn ou un peu partout, mais chaque boîte a son adoption sensiblement différente de l'IA. Et donc il y aura toujours besoin de quelqu'un, ne serait-ce que pour ses soft skills, qui sera capable de leader le changement, de leader les transformations et d'accompagner ces choses-là au fur et à mesure du temps. Donc pour moi, le rôle, il est encore plus stratégique parce que je vois beaucoup aujourd'hui de dirigeants qui prennent l'IA par le mauvais bout, ou en tout cas qui se disent: «Je vais juste mettre en place un outil et ça va résoudre tout le problème». Dans les faits, chacun a son product cycle qui est pas forcément qui est sensiblement différent, quoi. Tout le monde a des produits qui sont sensiblement différents et donc ça s'accompagne. Après, est-ce que ça va durer 6 mois, 1 an, tu as 2 ans, j'en sais rien, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faudra toujours des leaders dans la place, quoi. OK, hyper clair. Est-ce que quelqu'un veut rebondir là-dessus? Ouais, moi, je veux bien juste, pour terminer, ajouter que alors je suis complètement d'accord avec le fait que le rôle stratégique reste, par contre, il est plus le seul, à mon sens. Et je reviens sur le fait, pour moi, qu'un CPO ou une CPO qui n'est pas hands-on, pardon, passe quelque part à côté de quelque chose, et du coup est peut-être un peu moins pertinent sur certains aspects pour, guider son équipe et les aider au quotidien.
Je rejoins complètement ce que Jo dit, sur, le fait que, il y a plus que des humains à gérer, il y a aussi des agents, des outils de ce type et au-delà de ça, on parle là d'IA beaucoup dans les process des équipes, dans, ce qu'on utilise au quotidien, mais il y a aussi l'IA qu'on met dans les produits et ça veut dire aussi qu'il y a des nouveaux skills, des nouvelles choses à aller chercher de type, comment est-ce qu'on, s'assure de la qualité d'une fonctionnalité qui est, IA based? En fait, ça se fait pas tout à fait de la même façon, même pas du tout de la même façon que, dans une fonctionnalité où, un clic sur un bouton a une réponse très, déterministe et non pas, probabiliste comme l'IA. J'interromps cet épisode 30 secondes pour te présenter Stellar, l'entreprise derrière ce podcast. Chez Stellar, on aide les dirigeants de boîtes tech à transformer leurs produits en vrai levier de croissance. Car on ne considère pas le product comme une dépense, mais comme un générateur de revenus, tout comme le marketing ou les sales. Pour faire ça, on a réuni 30 CPO et CTO qui ont fait le succès des plus belles boîtes tech, comme Zenly, Photoroom ou YouSign. Et on a accompagné plus de 70 clients, comme TimeLeft, Joko et Phoenix. Donc si ton organisation produit ne participe pas encore à la croissance de ta boîte, on t'offre un audit de 30 minutes pour comprendre pourquoi. Tu as juste à cliquer sur le lien en description. Allez, on retourne à l'épisode. Et peut-être pour finir sur ce sujet-là de l'évolution des rôles de product engineering, on voit pas mal de boîtes, et j'ai pu en parler avec beaucoup de boîtes, qui pensent que leur ratio entre équipe produit et engineering va évoluer ou tend à évoluer. Généralement, le ratio tend à, alors faut pas que je me plante là, à descendre, je crois. Gros, ça veut dire qu'on voyait historiquement très souvent des équipes constituées, je dirais, d'un ou une PM avec, entre 4 et 10 ingénieurs pour des boîtes parfois très techniques qui nécessitent beaucoup de choses à construire et donc beaucoup d'ingénieurs, vers un ratio qui évolue sur j'ai entendu, 1 sur 2, quoi. Donc, une PM avec 2 ingénieurs. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que pareil, en fait, c'est des trucs, faut arrêter de s'embêter à penser à tout ça, c'est assez figé, en fait, ça va pas beaucoup bouger? Ou est-ce que vraiment on voit une évolution dans la façon de s'organiser? Arthur, tu veux commencer? Mmh. Ouais, j'ai un petit exemple concret d'un des clients. Je pense que vous en avez vu aussi, tous les 2, Geoffrey et Nathalie, peut-être dans vos boîtes, mais qui ont essayé de mettre en place ce qu'ils appellent les squads agentiques, où, tout le dev est fait par des agents globalement et tout le monde est plutôt les devs sont plutôt en review et les PM, designers et cetera sont plutôt à la source pour, donner des specs un peu bien faites, quoi. Ces boîtes-là, mais c'est ce qu'on voit à San Francisco, tous ceux qui mènent des expérimentations là-dessus, c'est qu'elles ship souvent en un sprint, l'équivalent d'un trimestre. Ça peut faire ce genre d'effet-là. Par contre, ça renforce la nécessité de toutes les interfaces, toutes les fonctions support. C'est-à-dire que moi, l'équipe qui a fait ça, les PM, ils étaient complètement en bottleneck, en fait. C'est eux qui arrivaient plus à fournir assez, de trucs bien spécifiés, au bon niveau, avec un design system bien abouti, avec, le contexte pour chaque client et cetera, et en aval à faire, les reviews et aussi, les release notes, quoi. Donc comme on commence à banaliser la delivery, l'écriture de code et compagnie, quoi, c'est tout ce qui est autour qui se renforce. Donc moi, je serais quand même pas étonné qu'à terme, il y ait beaucoup moins de gens qui passent du temps à écrire des lignes de code, mais beaucoup plus de gens qui passent, du temps sur, toutes les interfaces, quoi. Ouais. Ouais, Je suis assez aligné avec ça. Mais déjà, moi, je suis un peu stressé avec les ratios, tu vois. Parce que en général, dans la tête des dirigeants aussi, tu sais, on va mettre l'IA pour descendre ou changer les ratios. Voilà, bref, mais c'est pas le débat de la question, mais oui, en effet, la plupart, en tout cas de ceux que j'ai croisés, on commence par le code et puis après on remonte la chaîne ou on descend la chaîne du delivery. La vraie approche, c'est d'arriver à faire ça de manière apolistique pour s'assurer que tes bottlenecks juste se déplacent pas, quoi. Parce que sinon, c'est à un moment, en effet, le PM qui a pas eu le temps de faire son discovery et faire ses specs et il y aura déjà qu'est-ce qui fait mon dev, quoi. Et puis vice versa, je viens surcharger mes DevOps parce que j'ai pas prévu le bon release management, j'ai mon test qualité qui est pas réglé pour. Donc je décale mon bottleneck, en fait. Donc je pense que la première étape, c'est de s'assurer vraiment de ce qu'a mentionné Nathalie tout à l'heure, c'est le reskilling aussi de certaines personnes. Je pense que les skills vont devoir... Là, j'en parlais juste avant dans une réunion avant de rejoindre le podcast, c'est que ce soit les devs, les DevOps, les QA, les PM, il faut que tout le monde comprenne qu'il va devoir se reskiller et à minima faire des choses qu'il ne faisait pas hier, qui étaient plutôt le travail du copain. Donc, c'est-à-dire que la frontière entre les différentes personnes va se mitiger un peu plus, quoi. Et qu'en effet, ça veut pas dire qu'on aura tout de suite moins de personnes. Peut-être qu'un DevOps remontera plus au dev ou aura plus sur d'autres choses.
Peut-être que le dev va remonter un peu au produit, un peu plus de QA. C'est-à-dire que moi, j'ai un vrai sujet sur le rôle de QA de demain. Mais effectivement, pour moi, c'est plutôt ça. C'est de se dire, peut-être ma part de spécifique de mon job actuel va se réduire, mais pour faire autre chose, quoi. Et en effet, Arthur l'a très bien dit, quoi. Le code review, si t'es capable de shipper fort, ouais, tu y passes ce TPR, tu passes un moment. Et je suis pas sûr que ça excite tout le monde de faire du code review en permanence. Donc, il y en a qui vont peut-être accepter de le faire, d'autres moins. Donc, Nathalie? je crois que c'est coupé, ouais. Non, non. Non, non, c'est pas de souci. Ouais, bah, moi, je pense qu'il y a, j'ai une position encore plus, un peu plus tranchée Allez, vas-y, là-dessus vas-y, et vas-y. qui me vient notamment d'une discussion que j'ai eue avec, Pauline, donc qui est CPTO, si je dis pas de bêtises, de PlayPlay. Et qui disait un truc très juste, qui était que en fait, il y a certaines équipes où c'est, une PM pour un dev, d'autres où c'est, une PM pour 5 devs, d'autres où c'est, 1 ou une PM pour 2 devs. La réalité, c'est que je pense que de plus en plus, il y a pas de règles là-dessus, parce qu'en fait, dès qu'on va prendre un sujet très différent de l'autre, on va avoir des rôles très, très différents. On va avoir des PM qui vont être à quasi, à 100 des prompt engineers, d'autres où, en fait, ils vont être sur des produits qui sont, peut-être un peu plus anciens, où le rôle de PM reste assez classique. Donc je pense qu'il faut peut-être casser un peu cette façon de voir les choses et d'imaginer ces ratios de façon un peu, systématique. Et par contre, ce qui est certain, c'est que, on peut donner à manger à un flow agentique, quelque chose, à faire. Cependant, si ce truc-là est mal spécifié, si le contexte est pas assez clair, si, les guidelines sont pas là, ça va pas bien marcher. Et du coup, ça veut dire que, bah, ce rôle de PM, où d'un côté, on a tendance à faire des specs moins fournis, parce que, bah, côté dev, en fait, ils montent aussi d'un cran et du coup, il y a plus besoin d'avoir une spec écrite à la virgule près avec, les 12 edge cases, qui sont, illustrés dedans. Mais de l'autre, en fait, quand on parle à une, IA, si on lui dit pas exactement quel est le contexte, ce à quoi on veut répondre, qu'on n'a pas bien creusé le sujet, bah, en fait, on va se planter. Ce qui fait que, bah, le travail de PM est plus important, là-dessus et que, moi, c'est quelque chose que je vois, que sur pas mal de sujets, le product, devient le goulot d'étranglement, clairement. Top. Je veux bien rebondir sur un des points que tu viens de dire, Nathalie. Tu disais que si le contexte n'est pas bien spécifié, après les LLM, il peut y avoir un contexte de drift où on donne quelque chose et le LLM va sortir quelque chose un peu à côté de la plaque, quoi. Hem, pour moi, c'est là que le côté hands-on, pour revenir un peu au débat, du début du PM, va se renforcer. Qu'est-ce qu'on entend par hands-on? Pour moi, aller parler avec des utilisateurs et capter certaines choses, que le Claude va pas réussir à avoir, c'est là que ça va pour moi, c'est là que les gens vont faire la différence. C'est quand j'entends capter des choses que Claude va pas avoir, c'est le contexte. Par exemple, on a un utilisateur qui, dans tel contexte, ressent tel problème et limite rester à ce niveau-là et après Claude va être hyper créatif dans les solutions, parfois meilleur que nous. C'est pour ça que la spec à la virgule peut-être a parfois moins d'intérêt. Donc voilà, ces modèles, ils sont hyper puissants de toute façon pour, quand on les cadre pas trop, je trouve, sur la solution. Par contre, les cadrer sur exactement qu'est-ce qu'on essaye de résoudre, quelle est notre intention de fond, ce qu'on a observé sur le terrain, les clients, comment ils sont, quels sont leurs pains, machin, contextualiser ça, c'est hyper important et là, c'est très hands-on, quoi. Là, c'est d'aller, être avec mes utilisateurs, chez eux, regarder comment ils sont, les problèmes qu'ils ont et cetera, quoi. Donc en ce sens-là, le PM pour moi, il va rebasculer. Il va passer beaucoup moins de temps dans Jira, il va passer beaucoup plus de temps, j'espère, sur le terrain, quoi. Moi, il y a un truc qu'on a mis de côté tout à l'heure, mais que je voulais mentionner aussi, c'est cette indépendance qu'offre l'IA au PM aussi. C'est-à-dire que hier, un PM sans codeur, il est incapable de rien faire. Attendez, je caricature volontairement. Je sais que j'ai des amis autour de la table qui codent un petit peu, mais en gros, tu avais une dépendance pour tout. C'est-à-dire, tu voulais faire un proto un peu fonctionnel, il fallait que tu aies des devs. Tu voulais tester quelque chose de nouveau, il fallait des devs. Les quick wins que Nathalie mentionnait tout à l'heure, il fallait des devs. Là, en fait, tu as une indépendance qui se crée qui fait que tu ne crées plus un overhead sur ton delivery parce que tu n'es pas systématiquement en train de venir les chercher pour, encore une fois, faire un disco, faire une maquette, faire une démo, faire un POC, tester une idée, etc. Donc, du coup, tu viens pas cramer le budget en fait de ton delivery, parce que je trouve ça hyper intéressant. En tout cas, tu vas pas prendre une part dedans pour ton disco et tout, tu es plus indépendant. Ça te libère potentiellement aussi du temps de maintenance dans ton delivery parce que tu es capable de faire passer des micro-évolutions, des quick wins, etc. Et je trouve que cette notion, en tout cas, d'indépendance,
pour un rôle stratégique ou hands-on ou peu importe de ce dont on parle, est hyper intéressant. C'est-à-dire que il y a moins d'interdépendance de profil où le codeur attend les specs du PM et le PM attend du code de la part du codeur, si je caricature vraiment. Je trouve que cette indépendance et cette liberté créent aussi, et je pense que c'est là aussi que le premier ROI vient, c'est qu'en fait, tu viens plus cramer, parce que moi j'ai toujours attendu ça de mes équipes innovation et produits, c'est de faire le tri, et vraiment le tri dans tout le pipe de roadmap, pour s'assurer que ce qu'on envoie au delivery, c'est le truc qui va payer, quoi, en gros, qui va créer de la valeur, qui va créer du ROI, qui va créer de l'économie d'échelle, peu importe ce que c'est en termes de KPI. Et je pense que ça, pour le coup, je pense que ça va vachement aider aussi le produit à déblayer toutes les idées et s'assurer que ce qu'on envoie au delivery et du coup, qui nécessite les compétences de développeurs pour arriver à mettre un produit en prod et le maintenir dans le temps, soit staffé sur les bonnes choses, quoi. Et ça, je trouve ça aussi hyper intéressant. Merci pour ça. Ça vous va qu'on bascule au deuxième sujet? Let's go. Arthur, tu me fais une bonne transition. Il me semble que c'est toi qui disais ou qui commençait à dire que l'IA est comme pas mal d'autres mouvements qu'on a vus par le passé. C'est effectivement une techno qui doit comment dire, impliquer beaucoup de choses dans les boîtes en fait en interne pour qu'il y ait un impact réel et que en fait dans beaucoup de ces boîtes là aujourd'hui l'impact il est soit immesurable, soit en fait mesuré, mais on voit très peu d'impact vis-à-vis du bruit que l'IA fait. Donc on pourrait comparer notamment aux vagues, je sais pas, de la blockchain il y a quelques années, je crois que c'est toi qui citais ça, ou alors peut-être de la bulle internet début 2000 que vous avez peut-être plus connu, je sais pas quel âge vous avez, moi j'étais trop petit. Euh, Comment est-ce que vous voyez ça? Est-ce que pour vous justement l'IA est quelque chose qui va voilà, qui va avoir un impact mesurable, qui fondamentalement va peut-être avoir de l'impact dans quelques années, ou en fait on va vraiment voir des choses à très très court terme dans des boîtes, que ce soit dans les métiers, dans les produits en eux-mêmes. On reste bien sûr sur des sujets produits, hein. Comment vous voyez ça? Mmh. Je Pour apporter un éclairage là-dessus, pour moi, il faut distinguer vraiment 2 choses qui sont très différentes de nature. C'est les boîtes IA natives qui vont se servir de la Tekton et LLM pour résoudre des problèmes avec des solutions qu'on ne pouvait pas résoudre avant. Et là, il va y avoir des géants de demain qui vont faire des révolutions et ça, c'est difficile de les prévoir, mais c'est ChatGPT, quoi. On arrive à te répondre de manière hyper pertinente, sur une interface de chat à une question où on arrive à coder avec ça, quoi. Très bien. Et ça, bon, on ne sait pas exactement quels vont être les cas. Il y en aura certainement que l'IA va permettre qu'on ne pouvait pas faire avant. Ça, c'est un truc. Et il y a des startups qui vont naître là-dedans qui vont être extraordinaires. Et là, il y a des promesses incroyables. Et après, il y a utiliser l'IA dans les processus internes, par exemple le développement, le product management et compagnie, pour s'améliorer, quoi. Et sur cette partie-là, je pense qu'il y a une FOMO et une hype qui est vraiment énorme et qui a 95 des projets actuellement, mais c'est pas de moi ce chiffre, hein, ça vient de 2-3 études que je pourrais citer, qui n'ont pas de ROI, peu ou pas de ROI, quoi. Où tout le monde pense que le voisin fait mieux, qu'il y a des révolutions en interne, alors que bon, il y a des promesses extraordinaires, mais il y a rien de durable, d'ancré dans les process et de validé comme ROI, générative, quoi, qui est là. Et pour ces boîtes-là, je pense qu'il y a une posture qui consiste à dire: «Bah, j'attends que tout ça se tasse, quoi, et après je prends les cas d'usage qui ont été validés et je les applique, quoi». Pour moi, c'est un peu comme même, à Scrum ou Agile, à certaines années où tout le monde se jetait là-dedans en se disant: «Si je fais ça, je vais faire du bon produit», et tous faisaient un peu n'importe quoi. Bon, on a vu que c'était pas si révolutionnaire que ça. Il y avait certains trucs à en tirer et que ça bon, fallait peut-être pas non plus s'y jeter, à pieds joints, quoi. Donc pour moi, faut bien distinguer ces 2 trucs-là. L'IA va être une révolution sur certaines boîtes et en interne, ça aide à certains endroits. On commence à les voir, mais ça, c'est pas encore C'est pas la stabilisé. folie, quoi. Ouais. Nathalie, tu en penses quoi de ça? Bah, je reviendrai pas sur le 1er cas de ces boîtes qui se lancent vraiment, sur des produits qui sont, basés sur l'IA parce que je suis d'accord, ceux-là, c'est à part. Sur, le ROI de ce qu'on peut mettre en place, d'un point de vue IA dans les entreprises, je pense qu'aujourd'hui, on est incapable de mesurer vraiment, l'apport de tout ça. On a tendance à entendre parler de, bah, ouais, faut regarder, ses tokens, ce qu'on crame, comme budget vs, le prix d'avoir un dev ou une dev ou des produits. La réalité, c'est que en fait, c'est hyper complexe à mesurer parce qu'il faudrait qu'on mesure, ce qu'on arrive à faire en plus, ce qu'on arrive à faire mieux, ce qu'on arrive à faire plus vite, ou ce qu'on dégrade. Donc ça veut dire que, bah, il faut qu'on soit capable de mesurer ça par rapport à avant.
Donc, soit on met en place des choses, de façon très, très rigoureuse, très, très structurée avec, un étalon de base et on arrive à mesurer ça au fur et à mesure. Mais dans ce cas, je pense qu'il y a peu de boîtes aujourd'hui qui ont le recul nécessaire pour avoir déjà des learnings, là-dessus. Il y en a, hein, mais elles vont être assez rares. Soit en fait, tout le monde essaye un peu, parce qu'en fait, c'est une nouvelle techno, il faut s'y mettre, faut comprendre. Il y a aussi cette notion de, en fait, on a envie que les gens s'y mettent, parce que s'ils s'y mettent pas, demain, ils trouveront pas de job tout simplement. Donc voilà, et qu'on soit, dans les fonctions, leadership ou, IC, la réalité, c'est que tout le monde apprend en marchant en ce moment. Donc voilà, donc je pense que, on peut voir certains apports, comme je le disais, par exemple, sur, quand on permet à des gens de faire des choses qu'ils pouvaient pas faire avant et qu'on voit que ça apporte de valeur, c'est de la valeur, c'est super. La contrepartie de products qui vont push dans la code base, c'est qu'on va avoir des devs qui vont partir en burn-out de review de PR et comme le disait Jo, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont pas forcément envie de faire ça. On mesure pas non plus le shift des rôles, parce que, aujourd'hui, on a des devs, qui revoient des PR. Demain, ils feront aussi de la construction de flows agentiques, de la maintenance et de l'amélioration de ces flows-là. Donc voilà, donc pour moi, on n'est pas en mesure aujourd'hui de vraiment avoir des learnings sur le sujet. Par contre, moi, je suis convaincue que ça apportera in fine, dans tous les cas des choses, qu'au démarrage, sûrement que ça coûte beaucoup plus cher que, s'il y avait pas ça. Et je pense qu'il faut dans tous les cas, passer par là pour apprendre et pour derrière être plus efficace. Qu'est-ce qui fait qu'on se met à fond là-dedans si aujourd'hui on n'arrive pas à mesurer, qu'en fait, finalement on dit que tout ça c'est beaucoup de bruit, beaucoup de hype, sans doute provoqué par, aussi, les frontier modèles, hein, qui cherchent à ce qu'on fasse du bruit parce qu'ils veulent tous aussi économiquement monter leur valo, relever des fonds et cetera. Qu'est-ce qui fait qu'on se plonge tous là-dedans, qu'on crame un fric, monstre, alors qu'aujourd'hui on n'est pas capable de mesurer la majeure partie, de toutes les décisions organisationnelles, de toutes les décisions produits, qu'on prend? Elle est hyper intéressante cette question parce que moi je me la pose là en ce moment, donc sur certaines boîtes que j'accompagne, pas toutes, mais sur certaines boîtes que j'accompagne. Au final, je pense que pourquoi certaines personnes plus que d'autres mettent le pied dans l'IA, c'est que fondamentalement ils testent un truc et puis ils se disent ah bah tiens peut-être là-dessus, etc. Euh, je pense que déjà il n'y a pas un ROI global aujourd'hui. Ok, soit tu vas chercher un peu plus d'ARR par FTI, soit tu vas essayer d'améliorer ton EBITDA. En gros, je pense qu'il y a des gens qui s'y mettent parce qu'il y a des choses qu'ils ne faisaient pas, comme le disait Nathalie, qui maintenant ils peuvent faire parce qu'ils ont quelque chose pour les aider à le faire. Il y a certains qui sont un peu à l'étape d'après, peut-être au niveau de maturité complémentaire, qui ont une capacité à apprécier leur workflow, leur processus, etc. et les remplacer par des skills, etc. Après, tu as encore le niveau supplémentaire où ils commencent à empiler des agents et à faire de la revue. Et puis après, tu as vraiment le ROI ultime qui sort, tu vois. Mais a priori, si on prend un peu de recul et de distance, a priori, c'est un investissement pour l'instant. Dans les boîtes établies. Je ne parle pas d'une boîte demain. Tu relances une boîte, tu veux construire de l'outillage, de productiser des choses, etc. Là, je pense que ton ROI, tu peux le trouver assez vite. Plutôt que de spend 50 ou 100 000 balles dans une squad, je sais pas où. Là, a priori, tu as 2-3 trucs que tu peux au moins tester ton product market fit sans vraiment trop dépenser d'argent. En revanche, pour les boîtes qui sont établies, qui ont un legacy plus ou moins grand, des processus plus ou moins bien calés, et par processus, je parle du processus produit, mais pas que, processus de support, processus de sales à produit, processus de professional services pour les boîtes dans le SaaS B2B, etc. Où là, je pense que ça va se faire par petites parties. Là, je vois bien les gens qui essaient de fluidifier les relations interservices, tu vois, entre services, support et produits, entre sales, product marketing, product management, etc. en aval. Mais je pense que surtout le ROI viendra à partir du moment où les boîtes qui s'y mettent sérieusement, c'est pas juste je te distribue du cloud code à tout le monde, c'est j'essaye de me faire ma vérité personnelle, moi, boîte X, qui a mon legacy, mon existence, etc., de comment j'accompagne une équipe, puis après 2 équipes, et après 3 équipes, pour que l'ensemble du flow, en fait, se déplace et gagne en ROI. Pour à la fin, oui, potentiellement, parce que j'ai fait des meilleurs choix au début de mon funnel d'idées,
je génère plus de revenus avec le même nombre de people et où je crame un peu moins d'argent parce que j'ai appris à mettre l'IA au bon endroit et donc cramer peut-être moins de tokens inutiles, etc., etc. Tu vois, mais ça va jouer dans le temps et c'est pas un miracle, quoi. D'où ma réponse sur les ratios tout à l'heure où je préfère pas parler ratios tout de suite avec les gens parce que sinon le CEO se dit, je vais mettre l'IA en place et ça va me faire économiser 70% de mes équipes. C'est faux à l'instant T, c'est pas réaliste dans un très très court terme, quoi. Ce que tu dis, pour résumer, Geoffrey, si je comprends bien, tu me dis si j'ai pas bien compris, c'est que les boîtes en fait qui ont été créées avant l'ère IA, donc pré-IA, qui sont donc dites dans le jargon non AI native, c'est des boîtes qui investissent Ouais. beaucoup sans vraiment savoir où ça va. Et donc il y a beaucoup d'expérimentation et on voit pas les résultats. Par contre, les boîtes créées après, donc les boîtes dites AI native, qui ont été conçues directement sur des rôles IA, des workflows IA, etc. Elles, elles envoient souvent les investissements parce qu'elles arrivent avec des équipes plus petites à aller générer de l'EBITDA, du chiffre Ouais. d'affaires et ce qu'il faut, quoi. Je le formulerai le ROI est plus rapide à avoir pour une boîte AI native. Il est beaucoup plus complexe parce que beaucoup plus complexe à mettre en place de manière systémique, holistique, peu importe. Au niveau d'une boîte qui a du legacy, qui a des équipes distribuées, qui a des métiers différents et une code base / un product cycle au sens large, qui, on peut le dire comme on veut, est sensiblement assez particulier pour chacune des boîtes. Sinon, on n'aurait pas besoin de gens comme nous pour venir aider à améliorer les choses. Donc, voilà, je pense que le temps de retour sur investissement sera beaucoup plus rapide, forcément, pour les natifs que pour les boîtes bien en place et qui ont Arthur, des clients et qui ont ouais, investi. super. Vas-y. Arthur, on a commencé par dire qu'il y avait 95% des projets qui n'étaient pas mesurables, notamment dans les boîtes qui sont non AI native. Et où est-ce qu'il y a de l'impact mesurable finalement aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un use case précis, un truc qu'on voit qui est récurrent chez les boîtes où aujourd'hui on peut dire que l'IA a de la valeur? Je pense que, comment dire, je rejoins un peu Nathalie sur le côté que c'est difficile de mesurer formellement aujourd'hui le ROI des initiatives d'IA, quoi. Pour sourcer un peu ce que je disais, le 95%, il vient d'une étude qui a été faite par le MIT, je crois. Nanda, mais c'était 2025, tu vois, donc à la vitesse où les choses évoluent, je sais pas si c'est encore vrai aujourd'hui, hein, Ça qui avait date, dit que ça 80 date. ouais, qui disait qu'ils avaient fait une étude sur un gros panorama d'entreprises, je crois, qui représentait 30 ou 40 milliards, je sais plus de c'est accumulé, qui avaient investi sur des cas d'usage de GenAI, quoi, et qui n'avaient pas eu d'impact mesurable, à savoir nul ou négatif. Enfin, c'était soit nul, soit négatif, quoi. Il y a ça, il y a Zuckerberg là, qui a récemment un peu s'est excusé auprès des employés de Meta, d'avoir fait des layoffs un peu trop prononcés en essayant de remplacer les humains par l'IA. Parce que finalement, il voit que, on peut pas substituer les choses comme ça si rapidement. Et je crois qu'il y a Gartner qui a refait une étude aussi sur le sujet qui corrobore un petit peu ça en disant: «C'est plutôt les boîtes qui ont pas substitué l'humain par l'IA ou qui ont pas viré des gens tout simplement, mais qui ont mis de l'IA plus des gens qui arrivent à créer des ROI plus que ceux qui disent: "On va remplacer tout le monde", quoi». Donc le propos de fond que j'essayais de citer tout à l'heure, il s'ancre là-dedans. Il est de dire, on a tendance à être hyper bullish sur le côté l'IA va tout remplacer, tout et tout le monde, sur les cas un petit peu, internes, quoi. Alors qu'aujourd'hui, on commence à voir précisément les petites pièces sur lesquelles, l'IA est indéniablement utile, quoi. On voit qu'il faut des humains quand même pour les gouverner. Et une des petites pièces où je rejoins complètement Nathalie, sur ce qu'elle disait au début, c'est par exemple tous les quick wins. Ça, c'est un super exemple que tu as donné, produit. J'ai moi-même été PM avant avec ma petite liste d'amélioration, un peu de delight et tous les petits trucs qui font que c'est hyper sympa, mais bon, ça tient jamais la priorisation face, à tout le reste, du backlog. Maintenant, on peut les faire, on peut même mettre des agents en autonome qui les font. Donc, voilà, il y a quelques petites briques comme ça qui commencent à se détacher et à créer de la valeur. Moi, je mitige juste un peu l'aspect révolutionnaire de ce truc-là. Oui, on va sortir les produits vont augmenter en UX, en qualité, on va pouvoir sortir plus de fonctionnalités et compagnie, quoi. Maintenant, la transformation civilisationnelle et au sein des boîtes que ça va avoir, bon, voilà, je sais pas et je pense qu'on peut les boîtes qui sont pas fondamentalement expertes là-dessus, comme dit Geoffrey, elles peuvent se poser la question de leurs problèmes en interne, de voir leurs cas spécifiques, essayer de se pencher sur ces questions-là, enfin de vraiment diagnostiquer ce qu'il faut plutôt que d'essayer absolument, de mettre de l'IA partout, quoi. Enfin, il y a une posture qui consiste à faire un peu wait and see, quoi.
pour elles et je pense que c'est pas un mauvais pari, qu'elles perdront pas trop de thunes et que dans 2 ans, quand on saura tous les petits cas comme celui que Nathalie vient de mentionner, qui sont les bons, elles pourront y aller. Et elles auront peut-être gagné du temps par ailleurs à faire de la stratégie, à se poser la question de parler plus à leurs clients, à voilà, embaucher les bonnes personnes et cetera. Et concrètement, dans les boîtes que vous accompagnez, dans vos boîtes, qu'est-ce que vous mesurez aujourd'hui pour dire, voilà, il faut investir dedans auprès du COMEX qu'est-ce que vous montrez comme preuve qu'il faut y aller à fond les caisses? Moi, j'ai même pas besoin de leur vendre ça parce que j'ai la chance de tomber systématiquement sur des gens qui ont envie d'essayer. Par contre, j'essaye de leur faire comprendre très très vite que, en effet, c'est pas un miracle, que le ROI il est pas tout de suite et que ça doit se faire de manière intelligente, pragmatique et que de toute façon, pour moi, l'IA c'est un révélateur. Donc c'est encore une fois, je parle souvent processus, méthode, etc. Mais si tu sais pas faire intrinsèquement, de base, ton job, il y a peu de chances que tu saches le faire mieux avec l'IA. Si ton produit, ton cycle, il est cassé, il y a de grandes chances qu'il soit encore plus cassé avec l'IA. D'où l'intérêt de le prendre de manière... c'est pas individuel, c'est ça le truc. Forcément, tous les gens voient l'impact que ça a sur eux individuellement. Ça m'aide mieux à faire mon job de PL, ça m'aide mieux à faire mon job de revue de code, ça m'aide mieux à... Mais là où vraiment le héros il va apparaître dans les boîtes, pour moi, c'est quand l'organisation va adapter ses manières de faire pour admettre de l'IA au sein des méthodes, des processus, etc. Et que ce sera fait de concert. Encore une fois, on va pas remettre les bottlenecks de tout à l'heure, etc. Mais c'est vraiment cet aspect-là qui, pour moi, est clé et que tu n'as pas un ROI ultime, génial, si toute la chaîne n'est pas un minimum revu, challengé, bien équipé, synchronisé, etc. Tu vois, c'est vraiment ça le truc. Là où c'est pas un miracle, quoi. Pour moi, c'est vraiment un accélérateur de particules sur si tu... Enfin, je dis souvent shit in, shit out, mais c'est sûr que si déjà tu fais mal, tu feras pas mieux demain. C'est pas parce que tu as mis l'IA que tu auras une super meilleure UX ou une super meilleure qualité de code ou un super meilleur market fit, quoi. C'est parce qu'il y a des gens qui auront su utiliser les outils convenablement, dans les bonnes capacités, que tu auras encore une fois cet impact qui serait t'attend au niveau d'un processus ou de ton produit ou de ta boîte, quoi. Et Arthur, tu m'as fait une bonne transition tout à l'heure, un peu plus tôt, sur le troisième et dernier sujet de ce débat, qui est la partie qualité produit. En gros, on entend, on voit, on lit que l'IA a tendance à créer des produits de qualité plus basse, ou alors que juste introduire d'IA dans dans les workflows produits, dans le cycle de développement de produit, a tendance à faire en sorte que on livre à la fin des trucs qui sont moins bons d'un point de vue qualité. Je suis preneur de vos retours là-dessus. Comment vous voyez les choses? Est-ce que c'est un truc que vous avez vécu dans vos expériences, dans les boîtes que vous accompagnez? Ou pas du tout, en fait, on se retrouve sur quelque chose qui est relativement similaire, voire meilleur, depuis que l'IA est arrivée il y a 3 ans? Je peux y aller si vous voulez, juste, moi je rebondirais là-dessus sur quelque chose que Jo a dit, tout à l'heure. L'IA, elle révèle des choses. Elle va pas, rendre meilleur ou moins bon, elle révèle juste ce qu'on est capable de faire, de façon un peu plus intense. Donc en fait, quelqu'un qui, manque de rigueur et qui va se lancer, dans un process, IA et finir par mettre quelque chose en prod dans le produit, et dégrader la qualité du produit, c'est que c'est quelque chose que cette personne faisait déjà plutôt pas bien avant, et du coup, ça s'accélère avec l'IA et du coup, on peut en effet, mettre plus de mauvaises, enfin on peut induire pardon une qualité en baisse dans le produit, de cette façon-là. Ouais, moi, je vais me joindre un peu à ce que tu disais tout à l'heure, Nathalie, sur le côté on fait plein de trucs en parallèle et compagnie. En fait, le risque qu'il y a principal pour moi, c'est la course en avant de faire plein de trucs, quoi. Et donc pour moi, elle dégrade pas trop la qualité des produits en tant que tels, elle dégrade la qualité de notre attention. Et le produit suit, quoi. Donc on va ouvrir trop de sujets, on va pas for les LLM peuvent faire des trucs extraordinaires. Plus on ouvre des sujets en parallèle, moins on va challenger, on va review ce qu'ils font. Parce que voilà, on a cette promesse que, hop, après tout, ça va peut-être bien se passer. Ça se trouve que ce qu'il a fait, c'est pas mal, quoi. Et on se retrouve avec, du produit qu'on maîtrise moins, parce qu'on a moins mis les mains dedans, on a moins fait des allers-retours avec notre LLM, on a moins fait de review et compagnie, quoi. Il est peut-être bon, mais en tout cas, on le maîtrise moins et c'est peut-être une bombe à retardement, ça, c'est sûr. Et de 2, on a ouvert énormément de pistes potentiellement en même temps, surtout si on dit que la capacité, de développement, elle est plus grande qu'avant. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre en prod, beaucoup plus de trucs qu'avant, quoi. Qu'est-ce que plus, c'est mieux? Ça, c'est pas forcément le cas, quoi. Donc ça,
je pense que notre attention et le fait vraiment de challenger l'IA, de garder, de la compréhension sur ce qu'on fait, sur le sous-jacent, de pas, shipper trop vite, c'est toujours là. Par contre, de l'autre côté, pour moi, elle va améliorer, les choses sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur la capacité à prototyper hyper vite. Pour moi, on se ment depuis 15 ans sur le côté test and learn dans le monde du développement logiciel. Moi, j'ai jamais vu ça vraiment marcher perso, le côté on ship, on voit avec les utilisateurs et on itère parce que c'est tellement lent en vrai de shipper, surtout dans des organisations at scale et on passe tellement au sujet d'après une fois qu'on a shippé que moi, des boîtes qui incarnaient la promesse initiale d'agile, de test and learn, j'en ai vu quasiment zéro, quoi, ou très, 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 très peu, ou les petites boîtes, quoi. Là, l'IA, elle peut permettre ça, quoi. On peut faire un proto sur la base des vraies données de notre produit. Et même si c'est pas à le voir avec les utilisateurs, on peut le voir avec les sales en interne, les ops en interne, tout le monde. Et là, on va avoir des tonnes de retours. Et la qualité, entre guillemets, d'itération qu'on va avoir avant la mise dans les mains des développeurs, elle peut être vachement agrémentée, quoi. Là, j'ai une boîte qui lance un nouveau produit un peu de zéro qui est hyper complexe et tout. Ils ont été à 10 fois sur le proto. Leur truc est ultra canon avant d'arriver dans les backlogs de dev, quoi. Et en ce sens-là, pour moi, elle va améliorer la qualité, quoi. Ouais, T'es pour ou contre? pour moi, en fait, non, je suis ni pour ni contre, en fait, tu vois, En fait, vous êtes définition de tous qualité. d'accord, c'est bien, c'est parfait. On peut Ah, boucler. non, c'est plus que je pense qu'il faut qu'on soit un peu plus précis sur la qualité dont on parle. Je pense qu'en effet, Très bien, la j'aurais dû faire ça, c'est qualité, mon travail, t'as raison. non, mais la qualité de ce qu'on va essayer de faire, elle ne peut que s'améliorer parce qu'on a une capacité de prototypage, de test and learn, de discovery qui est accrue. Donc forcément, ce qu'on est censé demander à notre delivery doit être mieux défini à partir du moment où on ne fait pas juste je balance dans le tuyau et advienne que pourra. La qualité du delivery, pour moi, elle est encore, pour ceux qui adoptent l'IA, encore une fois, sur des processus en place, elle est plutôt à risque. Parce que si tu vérifies mal ce que font tes agents, etc., il y a de grandes chances qu'ils génèrent soit trop de code, soit pas assez de code, soit mal tes tests unitaires, soit mal tes tests d'intégration, etc. Donc là, je pense que il faut être vigilant pour s'assurer qu'en effet, comme ça passe dans le tuyau, tu ne dégrades pas la qualité de ce que tu avais déjà fait sans l'IA avant. Et après, il y a la qualité du service offert par ton produit. Et là, je repars encore dans l'autre sens, je pense que ça va s'améliorer. Parce que si tu as une capacité de... toutes les problématiques qu'on a eues toujours, c'est j'ai pas assez de doc ou je sais pas équiper mon support ou mon CSM des bonnes réponses, donc ça vient encore une fois me mettre en péril ma bande passante de produits et tech parce que je suis sollicité en permanence. J'ai une squad qui vient de partir où j'avais fait appel à une prestation externe et ils ont mal documenté le truc, donc je dois reverse engineering, etc. La rebelote, l'IA, c'est un bonheur pour reverse engineering. Donc ça va dans un sens, en résumé, je pense améliorer la qualité de ce qu'on va demander au delivery. C'est encore, il faut être vigilant sur l'adoption au niveau du delivery pour pas régénérer du code qui fasse tout et n'importe quoi. Et en aval de ça, quand on est en run, quand on est en maintenance, ça va grandement améliorer la qualité de service que l'éditeur de soft ou la scale-up va pouvoir offrir aussi au travers de personnes aujourd'hui ou d'agents demain ou de chatbots ou peu importe. Parce que il y a une capacité d'apprentissage et de data beaucoup plus fort, quoi. Voilà. Tu vois, c'est pour ça que j'ai voulu découper un peu, et je pense qu'il y en a d'autres d'appréciation de la qualité, mais je pense que ça vaut le coup de découper le sujet. Peut-être pour apporter mon prisme là-dessus, ce qu'on peut voir, et on voyait déjà avant l'ère IA, c'est qu'il y a des boîtes qui vont nettement plus vite que d'autres. Je peux prendre un exemple, je sais pas si vous connaissez un peu les coulisses de la même boîte qu'on cite tout le temps, qui est Penny Lane, qui est une boîte qui est arrivée bien avant l'ère AI, et pour autant qui est connue pour livrer beaucoup de choses, qui bug. Franchement, il y a beaucoup de bugs dans leurs produits, et ils l'assument complètement. Ce qu'ils veulent, c'est lancer beaucoup de choses et aller très vite. Et je peux faire une comparaison avec une boîte, par exemple, comme Conto, qui a été plutôt très, très sensible à ce qui sortait, avec un design toujours très bien léché, etc. Et c'est marrant parce qu'ils sont un peu sur le même terrain. Et c'est deux philosophies très différentes. Et ce qu'on voit sur une nouvelle boîte dite AI native, c'est que globalement, c'est des boîtes qui essayent d'aller de plus en plus vite. Et donc, on pourrait se dire, bah tiens, s'ils vont très vite, ils n'ont pas le temps de faire un full check comme on le faisait avant. Et donc, peu importe, c'est pas grave, c'est le concours à la vitesse, parce que tout le monde se tire la bourre, quoi. Donc, je pense que ce sujet de dégradation de qualité à l'échelle dans le produit, il vient aussi de ça. C'est en gros, est-ce qu'on fait des boîtes de manière différente? Est-ce que les produits sont faits de manière différente? Est-ce que la philosophie de construction est différente ou pas du tout? Ce que j'entends, c'est que, en fait, ça change pas grand-chose.
C'est probablement dû à la volonté aussi des COMEX et des CEO, enfin des CEO, des CTO et CTO qui décident un peu ce qu'ils veulent faire de leurs produits, quoi. Mais dans des cas, ça pourrait quand même le dégrader parce qu'on fout le bordel en voyant un peu les workflows et tout, quoi. Ben, en fait, c'est toujours enfin, c'est hyper intéressant, tu vois, la philosophie de vouloir aller très très vite, etc. La vraie question, c'est est-ce que tu le fais dans un premier temps pour aller chercher du marché, et donc c'est OK. Est-ce que au fur et à mesure du temps, tu te mets des garde-fous pour quand tu lances des nouveaux trucs sur une base de clients hyper établie, hyper large, hyper critique, etc., tu continues de faire la même chose. C'est ça qui est intéressant parce que oui, en effet, quand tu es en train de shipper des trucs, si tu as un peu compartimenté les choses, etc., et que tu es en train de gagner du marché, il n'y a rien de mieux, il n'y a pas de débat. Mais en revanche, quand tu as des clients établis, tu vois, du bon B2B, enterprise class, bien compliqué à gérer, etc., est-ce que tu continues à shipper très très vite? Et pourquoi? Ou est-ce que tu as besoin aussi de continuer de shipper aussi vite pour gagner des nouveaux clients, ou c'est juste pour tester, tu vois? Ça aussi, je pense que ça dépend du contexte de la boîte. Mais ouais, je m'étais jamais fait la remarque quant au Conto et Pennylen, mais c'est vrai, c'est un vrai débat. C'est un vrai débat. Le pourquoi Et tu pas peux, changer de manière c'est intéressant ce que tu viens de dire. Tu peux aussi faire tu vois, tu as parlé en gros de produits dont la mission est un peu critique pour le business, notamment quand ça touche Ouais. à de l'argent, à des données sensibles et tout. Donc, tu peux très vite aller sur des sujets de cybersécurité. Bah, pour autant, tu as des boîtes genre Wiz qui ont fait des croissances complètement lunaires, Ouais. qui se sont développées directement avec des contrats enterprise à 7 chiffres, donc des boîtes très très grosses, et qui pour autant ont shippé très vite. Alors je sais pas s'ils shippaient de la merde, pour être honnête, Ouais, je suis pas utilisateur de Wiz. Mais tu te demandes quand même comment ils ont fait, tu vois. Je suis pas sûr qu'ils ont shippé 2 fonctionnalités dans l'année, tu vois, pour en arriver là non, c'est clair. et faire C'est 100 clair. millions en 8 mois, quoi. En Et 18 je mois, je pense crois. que ça revient à un point que je sais pas encore, tu vois, trop exprimé aujourd'hui, mais c'est vraiment la différence entre des boîtes établies qui adoptent de l'IA et des boîtes qui se sont T'es lancées timide. et tu vois, qui se sont lancées avec l'IA. Je pense que c'est deux histoires complètement différentes parce que je pense que le mindset des gens est pas le même. Du top CEO jusqu'au moindre dev, le mindset n'est pas le même dans les deux boîtes déjà. Et que je pense qu'en effet, peut-être aussi, moi des fois j'ai tendance à être sous contrainte, tu vois, des clients que j'ai qui ont un gros legacy, et que peut-être j'aurais une approche complètement différente si j'avais pas cette contrainte-là. Donc tu vois, c'est une question vraiment à creuser. J'ai pas la réponse parfaite là, mais ouais, ça vaut le coup de se poser la question aussi. Arthur, Will, Nathalie, est-ce que vous avez Mais quelque chose à là-dessus, tu ajouter? vois, Ouais, enfin, Arthur? ouais, enfin, tu vois, nécessairement, pour moi, tu vas pouvoir shipper des tonnes de trucs beaucoup plus rapidement, et je pense il va falloir le faire dans une certaine mesure. Enfin, tu risques de te faire dépasser par des concurrents qui adresseront plus de cas d'usage que toi. Si tu le fais pas, par exemple, les Vercel et compagnie, là, les trucs de déploiement qui se créent un petit peu une place de zéro en shippant, mais je crois qu'ils shippent tous les jours des trucs. C'est un rythme assez hallucinant. Donc ça, je pense que c'est en l'IA qui évidemment le booste, quoi, et le moteur de cette génération-là, quoi. Donc ces boîtes-là, c'est indéniable. Je pense que des boîtes qui shippent et qui construisent un produit, full featured extrêmement rapidement et qui mettent, en production, tous les jours des trucs super, va y en avoir de plus en plus, et ça va potentiellement disrupter les boîtes un petit peu très lentes, quoi. Maintenant, la question, c'est comment tu arrives à maintenir de la qualité dans ce que tu shippes, avec les LLM, quoi? Et on revient un peu à la question, produit de base. Moi, j'aimerais bien voir comment ces boîtes produits, elles fonctionnent de l'intérieur, mais mon pari, c'est que les product managers, enfin que les personnes, quoi, ils sont hyper connectés aux clients. Ils connaissent exactement le contexte, un peu d'usage, et entre guillemets, après, ils laissent les agents faire les trucs, mais parce qu'ils ont bien spécifié tous ces trucs-là, quoi. Donc le produit fait vraiment son rôle de produit, et le produit est pas en train de jouer dans Claude à automatiser, X et Y, heu, plutôt que parler aux clients, quoi. Donc en gros, tu parles aux clients, tu captes leur contexte, tu captes les problèmes spécifiques qu'ils ont dans leur contexte, tu te fais un gros registre de ça. Après, tu as une armée d'agents, des workflows agentiques pour développer vite, tu as de la super qualité en sortie pour, reviewer, et ça te fait quelque chose, qui peut très bien tourner, quoi. Mais voilà, pour moi, c'est mon hypothèse, hein, vous serez peut-être pas d'accord avec moi, mais la pièce sacro-sainte pour moi, ça reste que le produit reste en contact vraiment avec les clients et de ce qu'ils veulent, sinon ça risque de drifter à faire n'importe quoi, quoi. Et ça, moi, je le vois à mon petit niveau parce que je suis entrepreneur à côté, j'ai monté une boîte. C'est tellement générateur de dopamine de passer du temps dans Claude à shipper des features que j'ai
parfois j'ai la tentation d'arrêter d'appeler mes clients, d'arrêter d'aller les voir, quoi. C'est vachement plus énergivore pour moi. Moi, je suis un bon geek, j'adore passer du temps, j'adore l'UX, j'adore tous ces trucs-là, donc je peux parfois me faire plaisir à faire des trucs qui sont un peu superflus, alors que si j'étais allé, voilà, moi je bosse avec des magasins de sport là sur mon nouveau projet. Si je passais des journées avec eux à comprendre exactement ce qu'ils ont et que je laissais LLM construire, j'irais peut-être mieux, quoi. Donc il y a une tentation un peu de rester dans ce qui me fait kiffer, quoi, dans Claude, qui est pour moi un petit peu un truc à combattre et qui viendra juger un peu de la qualité des produits en sortie. Trop bien. On va boucler là-dessus. Nathalie, tu veux Ouais. boucler? Ouais, bah, je trouve qu'en fait, on boucle assez naturellement sur, le rôle du product et le rôle, du CPO, là-dedans. Parce que quand on ship, très vite énormément de choses, tous les jours, c'est aussi, bon, on parle de qualité, en termes de bugs, dans le code, mais c'est aussi, encore une fois, l'uniformité de l'expérience, faire en sorte que nos produits, deviennent pas des Frankenstein, et ça, c'est clairement de la responsabilité des products. Donc ça veut dire être, comme le disait Arthur, complètement, maqué avec ses utilisateurs et utilisatrices, être capable de bien comprendre et de bien envoyer dans le produit ce qu'il est vraiment nécessaire, de faire, et c'est sûr que, là où il y a une forte amélioration, c'est sur notre capacité côté produit à bien utiliser le temps des devs, et du coup, quand on lance, une feature qu'on leur demande de développer, on a pu itérer sur, des protos et même plus loin, hein. Enfin, on peut, je sais que j'ai aussi des produits, construits en stand-alone, grâce à Claude Code, uniquement côté product, et qu'on laisse pendant des mois, entre les mains des utilisateurs ou et utilisatrices, et on itère beaucoup déjà là-dessus. Parce qu'en fait, c'est des sujets qui sont plus gros et sur lesquels on a besoin de se forger des convictions et qui vont nécessiter un temps plus long. Et ça nous permet de le faire et de le faire en toute autonomie, et là-dessus, on gagne, je pense qu'on gagne des années, en fait, en faisant ça pendant quelques mois. Je veux bien te poser des questions là-dessus rapidement, Nathalie. Parce que moi, j'ai jamais vu, enfin, des gens qui sortent des protos en interne et qui les testent en interne, ça va. Mais des gens qui arrivent à sortir des protos, à les mettre entre les mains des utilisateurs, donc à les déployer d'une certaine manière, quoi, en prod, un peu indépendamment de leur code base existante. J'ai peu d'exemples encore. Donc toi, tu as vu ça. Bah, ouais. Avec Ok. plaisir pour en parler. Bon, j'ai organisé en plus Ouais, un ouais. nouveau J'ai call j'ai qu'on 2 fera en privé. produits, comme ça. Ok, donc intéressant ça. Trop bien. On arrive pile à 1 heure. Merci beaucoup à tous les 3. C'était trop cool de faire ce premier format ensemble. Je vois que vous êtes quand même très d'accord. Il va falloir qu'on trouve des opposants qui viennent vous dire que c'est pas vrai tout ce que vous dites. Non, ça aurait été vraiment cool de pouvoir creuser ces sujets qui sont de toute façon hyper mouvants, et c'est vachement dur de se faire une conviction stable en fait sur ce qui est en train de se passer avec l'IA. Mais globalement, vous êtes tous bullish ou bullshit sur l'IA là? Moi, pour Ah être quand même sur le sujet qui va peut-être me ouais. pour être sur le sujet qui va me distinguer des autres, je pense que franchement, parfois il y a des boîtes qui perdraient rien à ne pas en faire du tout. Ok. Là, et attendre qu'on trouve les recettes. Cite Et des dans noms, 2 ans, elles Arthur. feront exactement Cite des noms, ça va nous aider. Non, mais tu vois. Non, Arthur, déjà, ça lui éviterait de passer trop de temps dessus, tu vois. Non, Ouais, lui-même déjà. Sa boîte à lui. Non, mais tu vois, par exemple, les boîtes hyper tech natives où tout le monde respire IA et tout ça, trop bien, mais les gens qui n'ont pas forcément cette appétence-là et compagnie, vous n'allez pas rater le virage du siècle sur vos processus internes. Attendez que les gens essuient les plâtres et vous le prendrez dans 2 ans, les cas d'usage stabilisés. Travaillez sur votre strat, parlez à vos clients, faites de la RH en interne, et une fois qu'il y a, on saura quoi faire avec, vous le prendrez, quoi. Ça, c'est peut-être le truc le plus controverse que j'ai, c'est qu'il n'y a pas besoin de s'y jeter dedans à pieds joints en ce moment. Je pense pas que vous allez rater grand-chose. Ok, bon message pour la fin. Merci beaucoup. Bon, on se fait ça à très vite. On voit dans 6 mois ce qui se passe. Allez. Avec plaisir. Allez, let's Trop go. cool. À très vite, guys.